L'hémorragie digestive, bien sûr, c'est une urgence thérapeutique. Une hémorragie, ça peut être une urgence. Une perte sanguine massive peut entraîner un désamorçage de la pompe cardiaque et aboutir au décès. Donc c'est potentiellement une urgence. Ce n'est pas toujours grave, donc il faut évaluer la gravité d'une hémorragie, on va voir ça. Et il faut, si l'état hémodynamique est perturbé, il faut rétablir un état hémodynamique correct. Ensuite, on va chercher la cause de l'hémorragie et l'examen essentiel dans cette enquête étiologique, c'est l'endoscopie. L'endoscopie fait souvent le diagnostic et peut aussi parfois, même très souvent, faire le traitement par un geste endoscopique d'hémostase. Un point important aussi, c'est qu'il faut, quand on évalue un patient qui présente une hémorragie digestive, savoir si c'est un patient cirrhotique ou pas, car la cirrhose est un facteur de gravité. Elle est aussi elle-même la source d'un certain nombre de causes d'hémorragie. Et puis il faut savoir aussi que les hémorragies digestives basses sont un peu plus difficiles à diagnostiquer que les hémorragies hautes sur les présentations d'une hémorragie digestive. Les moins importants, c'est l'hématémèse, c'est un rejet de sang rouge par la bouche à l'occasion d'efforts de vomissement. Le méléna, c'est l'émission par l'anus de sang digéré, qui est noir, et qui a un aspect goudron, un peu poisseux, un peu luisant. Et surtout, ce qui est caractéristique, c'est l'odeur inoubliable du méléna. L'érectorragie, c'est l'émission, toujours par l'anus, mais cette fois de sang rouge, non digéré, donc là, ça signe en général un saignement d'origine basse. L'anémie fériprive par saignement occulte, c'est un saignement qui donne une anémie, mais qui évidemment est très modérée, un peu souvent au long cours, une hémorragie de faible abondance. Et là, il faut surtout savoir d'où ça vient, bien sûr, il faut identifier la cause. Là, ce n'est pas une urgence thérapeutique, bien sûr, puisque en général, ça dure depuis des semaines ou parfois des mois. Et donc, on n'est pas dans le cadre de l'urgence thérapeutique. Et le choc hypovolémique par saignement massif non extériorisé. Donc, on a un patient en état de choc. Un patient qui arrive aux urgences avec un tableau d'hémorragie digestive. Donc il y a un certain nombre de choses à faire immédiatement. Donc les premières, c'est d'évaluer la gravité. Il y a un certain nombre de gestes systématiques qu'on doit entreprendre sans trop réfléchir. On doit rapidement se demander où va aller le malade. Est-ce que c'est un malade qui va pouvoir être surveillé de façon simple parce qu'il n'est pas grave aux urgences ou dans un service de médecine conventionnel, ou bien faut-il l'orienter vers une unité de soins intensifs, voire en réanimation? Donc question à se poser très rapidement. Et puis très rapidement aussi, bien sûr, restaurer un état hémodynamique stable si ce n'est pas le cas à l'arrivée. Et la démarche étiologique, la recherche de la cause et le traitement de l'hémorragie elle-même, enfin de la cause de l'hémorragie, ça va venir après. Rapidement, mais pas immédiatement. Bon, d'abord, l'urgence, c'est s'interroger sur la gravité, orienter le malade et assurer sa stabilité hémodynamique. Alors évaluer la gravité, c'est d'abord évaluer l'abondance de l'hémorragie. Alors bien sûr, vous avez le volume extériorisé, volume de méléna, volume d'hématémèse, un haricot, un verre, une cuillère à soupe. Bon, ça évidemment, c'est pas fiable parce que d'abord, on n'a pas forcément tout vu et puis on ne sait pas ce qui reste à l'intérieur. Donc ça n'a pas beaucoup de signification. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de regarder le retentissement hémodynamique. Donc le pouls, un malade tachycarde, un malade hypotendu, un malade polypnéique, un malade qui commence à avoir des troubles de conscience, évidemment, tout ça, ce sont des facteurs de gravité. Et c'est encore plus grave s'il y a des signes de choc associés, donc une pâleur, des marbrures au niveau des genoux, des extrémités froides au toucher. Tout ça sont des signes qui évoquent un état de choc. Ça, c'est l'examen physique, l'examen clinique. Et puis, on va faire tout de suite aux urgences un dosage de l'hématocrite et de l'hémoglobine. Ça se fait à la pointe du doigt avec la technique de l'hémoQ. Donc, tout de suite, on peut avoir en quelques instants le taux d'hémoglobine, le taux d'hématocrite. Ça vous donne déjà une idée assez correcte, approximative, mais quand même assez exacte de l'importance de la perte sanguine. Et puis tout de suite aussi, on va essayer de savoir s'il y a des facteurs de gravité chez ce malade. Donc est-ce que c'est un cirrhotique, comme j'ai dit au début? Est-ce que c'est un coronarien? Une perte sanguine pas très grave chez un patient qui a un cœur et des coronaires en bon état. Ça peut devenir très grave chez un patient coronarien. Il peut faire l'infarctus après une perte sanguine relativement modérée. Et puis un sujet âgé, bien sûr, un sujet très âgé, c'est un sujet plus fragile qu'un sujet jeune ou d'âge moyen. Et donc c'est aussi un facteur de gravité. Et les gestes systématiques, donc la première chose qui n'est pas exactement un geste, mais qui est une attitude, c'est de ne pas s'affoler. On reste calme et en fait on sait ce qu'on a à faire déjà dans l'immédiat. Donc on prend les mesures adéquates, même si le patient paraît inquiétant. Donc on prend les constantes, on évalue la gravité. On va très vite prélever
groupe Rhésus pour une éventuelle transfusion sanguine. Très vite prélever une numération pour avoir une évaluation plus précise que l'hémoQ de la perte sanguine. On fait un bilan d'hémostase TPTCA pour savoir si ce patient a des troubles de la coagulation, qui sont un facteur de gravité surajouté. Et puis on va tout de suite aussi faire poser déjà une voie veineuse, mais plutôt qu'une, deux voies veineuses. Une qui va servir au remplissage d'urgence par des macromolécules pour restaurer une tension correcte. Ça, on va pouvoir faire une perfusion très rapide de macromolécules dans les minutes qui suivent l'admission. Et puis une deuxième voie qui va servir éventuellement à une transfusion. Si c'est une hémorragie sévère, il va bien sûr falloir faire une transfusion. Il faut le temps de commander les culoglobulaires, donc ça prend un peu de temps, ça peut prendre 2-3 heures. Pendant ce temps-là, on remplit le patient avec des macromolécules. Et on a une voie qui est disponible pour la transfusion sanguine dès que les poches de sang arrivent. Ensuite, on oxygène le patient. S'il y a une grosse perte sanguine, l'hématose se fait moins bien, donc il est bon de l'oxygéner, surtout si c'est un coronarien, un patient fragile. Mais de toute façon, on lui met le masque à oxygène, on met un débit de 2-3 litres, 1 à 3 litres d'oxygène. Et on pose une sonde gastrique. Alors ça, c'est pas systématique, ça dépend si on a déjà des signes évidents, mais si on ne sait pas trop d'où provient le sang, on peut déjà mettre une sonde gastrique simplement exploratoire, juste pour aspirer un peu dans l'estomac, voir s'il y a du sang qui vient dans l'estomac. S'il n'y a pas eu d'hématémèse, par exemple. S'il y a eu une hématémèse, c'est pas la peine, on sait déjà qu'il y a eu du sang dans l'estomac. Si on ne sait pas trop, on met une sonde gastrique pour savoir, on peut la retirer tout de suite. On n'a pas besoin de laisser cette sonde longtemps. Et puis donc, très vite prendre contact avec l'unité qui correspond au patient, soins intensifs, réanimation, pour savoir où on va l'orienter. Et ensuite, on va organiser, une fois qu'on aura fait tout ça, seulement une fois qu'on aura fait tout ça, on va organiser l'endoscopie, qui en général, dans un premier temps, sera une endoscopie haute, œsogastro-duodénale. Les examens, justement, les examens à visée étiologique et éventuellement thérapeutique, c'est en premier lieu l'endoscopie haute. Donc une endoscopie faite avec un fibroscope, un endoscope souple, qui permet d'explorer l'œsophage, l'estomac, le duodénum, jusqu'à plus ou moins, au moins jusqu'au génu inférius, parfois un petit peu plus loin. Et les autres examens, ça va dépendre de la présentation clinique. La rectosigmoïdoscopie, qui est donc une fibroscopie qui ne concerne que la terminaison du tube digestif, rectum, sigmoïde, côlon gauche. La coloscopie complète, qui va jusqu'au cécum, éventuellement même jusqu'à l'iléon terminal. L'entéroscopie, ça c'est beaucoup moins fréquent. L'anuscopie, c'est uniquement si on pense que c'est un saignement au niveau de l'anus, bien sûr. Donc ça vient souvent après d'autres choses. Et puis lorsqu'on n'a rien trouvé sur ces différents examens, il y a la possibilité de rechercher un segment au niveau du grêle par la vidéocapsule endoscopique ou par d'autres méthodes qui permettent d'explorer le grêle, comme l'entéroscanner, le transit du grêle, l'entéro-IRM. Et puis parfois en dernier recours, lorsqu'on ne trouve rien, on peut faire des artériographies qui peuvent trouver des saignements intermittents qui s'extériorisent dans le tube digestif. Donc c'est un peu la panoplie de tous les examens possibles. Il y a encore des scintigraphies aussi qui peuvent être faites aux hématies marquées. Mais évidemment, les examens de base, ce sont les endoscopies et principalement l'endoscopie haute. Alors voilà un petit peu un tableau qui synthétise les principales causes d'hémorragie haute et les explorations nécessaires dans ces différentes étiologies. Donc au niveau de l'œsophage, on a les varices. Au niveau de l'œsophage, c'est la principale cause d'hémorragie. Le Mallory Weiss, qui est beaucoup moins fréquent, mais qui est une cause classique. Et puis les œsophagites et les tumeurs. Donc tout ça, ça va se voir à la fibroscopie, à l'endoscopie haute. Au niveau de l'estomac et du duodénum, les ulcères et les ulcérations aiguës. Donc la grande majorité des lésions gastriques et duodénales responsables d'hémorragie, qui vont se voir bien sûr à l'endoscopie haute également. Et puis les autres causes, donc les varices gastriques. Alors les varices gastriques, c'est beaucoup moins fréquent que les varices œsophagiennes, mais ça peut tout à fait saigner. La gastropathie d'hypertension portale, les tumeurs de l'estomac, la hernie hiatale. La hernie hiatale, c'est très fréquent et ça saigne très rarement, mais de temps en temps, on peut avoir sur des grosses hernies avec un collet un peu étroit, des irritations qui peuvent aboutir à des ulcérations du collet de la hernie. L'ulcération simplexe de Dieu-la-foi, alors ça c'est rare, mais c'est une cause d'hémorragie sévère et pas facile à voir parce que ça saigne beaucoup d'un seul coup et puis ça s'arrête d'un seul coup aussi. Et quand on fait l'endoscopie, souvent on ne voit pas la source du saignement parce que c'est une micro-ulcération sur une lésion qui est en fait une malformation vasculaire de la sous-muqueuse gastrique
et qui est donc difficile à identifier. Mais donc c'est une cause qu'il faut connaître, à laquelle il faut penser et qui est souvent difficile à identifier. Les tumeurs, alors après, au-delà de l'estomac, dans le duodénum, il y a les tumeurs de la papille. Et puis, alors, cause très rare, mais malheureusement catastrophique, c'est les anévrismes de l'aorte qui se fissurent dans le duodénum. En général, ça ne pardonne pas. Ou les prothèses de l'aorte qui peuvent irriter, éroder le duodénum et entraîner là aussi un saignement. Alors là, parfois, on peut encore arriver à sauver les patients quand on constate ça. Après, il y a les causes hépatobiliaires, donc l'hémobilie, un saignement provenant du foie et des voies biliaires qui s'extériorise dans le duodénum. Si c'est important, ça peut remonter dans l'estomac et se traduire par une hématémèse. De la même façon, il y a des causes pancréatiques, des tumeurs ou des kystes pancréatiques qui peuvent saigner dans le canal de Wirsung et là aussi s'extérioriser à travers la papille dans le duodénum, ce qu'on appelle la wirsungoragie. Et puis il y a donc des petits angiomes qu'on peut trouver dans l'estomac, dans le duodénum, et qui peuvent être source d'hémorragie. La synthèse des causes d'hémorragie basse, donc méléna et rectoragie. Donc pour tout ce qui est tube digestif haut, on l'a vu, vous avez la même chose dans le premier tableau. Et pour les causes basses, eh bien, vous avez donc au niveau du côlon et du rectum, tumeur colorectale, les angiodysplasies du côlon qui sont plus souvent dans le côlon droit, souvent dans le cécum. Donc il faut bien examiner le cécum lors de l'examen endoscopique. Les colites ischémiques, les colites ischémiques, ça peut entraîner des grosses ulcérations de la paroi digestive et une hémorragie. Les diverticules, donc on a parlé, les maladies inflammatoires. Au niveau du grêle, donc tout ça, ça se voit par coloscopie. Puis au niveau du grêle, ce sont essentiellement des tumeurs et des angiodysplasies qui se voient donc plus difficilement par la vidéocapsule, les examens radiologiques et éventuellement l'entéroscopie haute ou basse. Parce que l'entéroscopie peut se faire par voie haute et par voie basse. Enfin, les lésions anales, donc hémorroïdes et tumeurs de l'anus, là c'est rectoscopie, anuscopie et coloscopie. Et au niveau du rectum, les ulcérations thermométriques et les rectitradiques qui se voient par la coloscopie courte, en fait, la coloscopie, mais faite évidemment sur une courte distance d'une vingtaine de centimètres.